Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de My Job Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour le dernier webinaire de l'année scolaire pour vous amener à la découverte des civils de la défense. Alors déjà, pour m'assurer que vous m'entendez bien et que tout fonctionne, je vais vous inviter à utiliser le bouton chat en bas à droite, comme vient de le faire Claire, pour me dire un petit bonjour. Bonjour Claire, bonjour Laurence, bonjour Vincent. Bonjour Adrien, bonjour Michel, Isabelle, Amaury, vous êtes nombreux ce soir. Noël, Nadie, Jeanne, Thierry, ravie de vous avoir avec nous. Est-ce que c'est une première? Est-ce que vous êtes des habitués de nos webinaires? Hello Marvin, ravie de pouvoir vous avoir avec nous. Laurence nous dit que c'est une première pour elle. Claire, pareil. Écoutez, on est ravis d'accueillir des nouveaux avec nous. Pareil pour Amaury. Salut Yael, ravi de vous avoir avec nous. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Écoutez, on termine cette année scolaire ensemble avec aujourd'hui la mise en avant du parcours de Bruno qui va me rejoindre dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais poser des questions à Bruno. Je vais lui demander des informations sur son parcours, sur sa carrière, et sur concrètement qu'est-ce que c'est qu'être civil de la défense. Et pendant les 30 minutes qui vont suivre, c'est vous qui allez prendre la main et poser vos questions. Comment vous faites? Vous allez dans l'onglet questions, vous me donnez votre prénom, votre âge, les études que vous faites si vous êtes encore à l'école, le job que vous avez si vous êtes déjà dans la vie active, et suivi de votre question, c'est ce qui va me permettre de mettre du contexte et de pouvoir expliquer au mieux à Bruno la question que vous avez. Donc on a Tiami qui est un habitué à ce que je vois et Claire qui nous dit qu'elle va devoir partir un petit peu en amont. C'est pas grave Claire, on est ravis de vous avoir avec nous pendant 50 minutes. Pour m'aider à savoir quelles questions je pose, parce que vous êtes nombreux ce soir et que donc du coup je pourrais peut-être pas poster toutes les questions, vous allez m'aider en votant pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, vous ferez remonter les questions qui ont le plus d'intérêt pour vous, ce qui va m'aider. Voilà. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder de proposer à Bruno de me rejoindre sur scène. Et magie du direct, dans quelques instants, l'écran devrait être coupé en deux et Bruno devrait apparaître à l'écran à mes côtés. Bonjour. Bonjour Bruno, vous allez bien? Oui, très bien. Ravi de vous avoir avec nous, Bruno. Vous le savez, dans ces webinaires, on a une petite coutume, ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. C'est la première partie de nos webinaires. Je vous pose des questions, on y répond assez rapidement, mais ça nous permet de mieux cerner vous, votre parcours, votre métier. Bruno, on est au ministère des Armées, vous êtes civil, mais est-ce que pour autant vous avez un grade? Alors oui, j'ai le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication. Donc les grades, c'est pas que pour les militaires. Quand on est civil de la défense, on peut aussi avoir un grade. C'est ça, tout à fait. Mais on se répartit en 3 grades distincts. Les grades d'exécution qui sont des catégories C, les catégories B qui sont des catégories intermédiaires et de management à proximité, et puis les catégories A qui sont l'encadrement supérieur. Parfait. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Oui, j'ai 54 ans. Et vous êtes civil de la défense depuis quand? Je suis civil de la défense depuis 2015, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Exactement. S'il y avait un moment marquant, un meilleur souvenir de ces 11 ans bientôt au sein des civils de la défense, ce serait quoi? Pour moi, les moments les plus marquants, c'est les passages de grade et c'est les concours que j'ai pu faire. Parfait, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Un moment plus difficile, quelque chose de vraiment challengeant dans votre parcours? Alors, on est quasiment sur la même chose, puisque passer les concours, c'est une véritable remise en question pour moi. Et voilà,
par rapport à mon parcours, c'est effectivement quelque chose d'un peu compliqué pour moi de pouvoir m'exprimer devant un jury et de présenter mon parcours comme je le fais ce soir, mais de façon plus naturelle. Oui, et puis moi, j'ai cru entendre, Bruno, que vous avez 160 rendez-vous Major Glacis à votre actif. Alors, présenter votre parcours et échanger, c'est peut-être presque devenu votre spécialité aussi. Sans être une spécialité, ça m'enrichit beaucoup. Oui. On pourra en reparler tout à l'heure. Ah. Petit souci technique. Oui. Bruno, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu civil de la Défense? En fait, c'est une continuité? C'est une continuité, oui. C'est surtout une continuité par rapport à mon parcours professionnel, puisque j'ai commencé comme alternant dans la maintenance, dans la mécanique. Et puis quand je me suis engagé dans l'armée, j'y suis resté 24 ans. J'ai continué à travailler dans ce domaine de la maintenance et puis de la logistique. J'ai élargi un petit peu mon champ d'action. Et lorsque j'ai basculé comme civil, je me suis retrouvé avec cette expérience que j'ai voulu mettre au service, effectivement, toujours du ministère, mais d'une autre façon. Alors peut-être pour expliquer, avant de devenir civil de la Défense en 2015, en fait, vous étiez militaire de l'armée de terre. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et peut-être comment vous avez rejoint l'armée. J'ai des problèmes pour vous entendre un petit peu. Il y a eu un petit écho. Comment vous avez choisi, avant du coup d'être civil de la Défense, d'être militaire et dans l'armée de terre? C'est un choix plus ancien, puisque vous avez 24 ans, je crois, de parcours dans l'armée de terre avant de devenir civil. Ça a été quoi qui a motivé votre engagement en tant que militaire? Déjà, dans un premier temps, ça reste le ministère des Armées. Oui, alors c'était plus un choix technique, c'est-à-dire dans mon parcours professionnel, comme j'ai dit, j'ai commencé à 16 ans comme mécanicien. Je travaillé pendant 4 ans dans le secteur privé. C'est une passion qui me vient de mon père. Je crois que c'est vers l'âge de 10-12 ans où j'ai réparé la première fois mon vélo avec lui et il m'a transmis un petit peu cette passion à travers ça. Et du coup, on m'a proposé de continuer, lorsque j'ai fait mes journées d'appel, on m'a proposé d'intégrer l'École nationale des sous-officiers d'active. Et c'est ce qui m'a incité à le faire en me disant qu'effectivement, mon parcours technique était intéressant pour eux. Super. Eh ben, on clôt cette première partie qui est la identité de l'invité. Je suis désolée, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Et je vous propose de rentrer dans votre parcours. Vous m'avez dit quand on a préparé que vous avez fait un bac professionnel, un CAP. Alors, j'ai fait un CAP effectivement en alternance avant de m'engager dans l'armée. En entrant dans l'armée, j'ai passé l'équivalent d'un bac professionnel, équivalent bac. Et puis, 5 ans après, j'ai passé un équivalent bac plus 2, qui était un diplôme homologué. Je l'ai fait en école militaire, mais c'est un diplôme homologué. Puis ensuite, par concours, un équivalent bac plus 3. Et encore aujourd'hui, je suis dans les études puisque je passe un diplôme universitaire de référent handicap pour compléter mes compétences et mon parcours. Quand vous quittez l'armée de terre, vous décidez de continuer au sein du ministère des Armées en tant que civil de la Défense. Quel va être le poste que vous allez occuper dans ce cadre-là? Alors, j'ai commencé par occuper le poste de responsable de qualité sur un site industriel du ministère des Armées, qui est rattaché au service de maintenance industrielle terrestre. J'ai travaillé pendant 3 ans sur ce poste de responsable qualité. Puis, j'ai saisi une opportunité d'aller travailler dans la fonction publique territoriale comme responsable du parc automobile d'une agglomération de 70 000 habitants. Ah oui. Avant de revenir sur le poste que j'occupe actuellement, qui était à l'époque chef de section, réparation, où j'encadre de 3 ateliers et 35 personnels. Si on revient sur le premier poste au sein des civils de la Défense, responsable qualité, concrètement, ça veut dire quoi? Quelles étaient vos missions? Comment se déroulaient vos journées?
Alors, les missions du responsable qualité, c'est de conduire l'emprise ou le site vers une certification, puisqu'on était certifié ISO 9001. C'était la version 2015 à l'époque, on venait juste de basculer, de changer de version. Et puis concrètement, c'est de s'assurer que l'établissement dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Donc à travers des audits et puis des contrôles réguliers. Parfait. C'est un poste que vous avez occupé 3 ans, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Vous étiez au sein d'une grosse équipe. À quel département étiez-vous rattaché? Est-ce que c'était très différent de ce que vous faisiez quand vous étiez dans l'armée de terre avant? Alors, il y a quelques liens, puisque j'étais dans une unité de maintenance industrielle, donc j'allais auditer les processus dans lesquels j'ai travaillé auparavant. Donc, j'avais une bonne connaissance du fonctionnement et ça m'a servi dans ce rôle de responsable qualité. On travaillait, on était 3 sur la partie qualité, puis on était rattaché au bureau pilotage qui avait la gestion de l'ensemble des sites de la 12e base de soutien du matériel. Donc, votre but, c'est d'avoir la certification et après de rendre compte au travers d'audits, etc., que vous respectez bien les standards de la certification. Rapidement, la certification ISO 9001, c'est une certification de sécurité, de qualité de ce que vous faites. Alors, l'ISO 9001 regroupe un petit peu tout ça. On part du prérequis que l'assurance qualité est déjà assurée, et puis on est sur le management de la qualité, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'organisationnel, aux procédures, à tout ce qui est décrit en fait pour pouvoir travailler de façon pérenne. Parfait. Puis vous avez une opportunité de sortir du ministère des Armées pour aller, de ce que je comprends, dans la fonction publique, mais dans la fonction publique territoriale. Oui, tout à fait. C'est courant au sein de la fonction publique? Alors, c'est courant, ce sont des passerelles qui existent entre les différentes fonctions publiques. Alors, je crois qu'il y a une coupure, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, donc c'est assez courant dans les fonctions publiques, ça s'appelle un détachement. C'est une mobilité par voie de détachement et on peut, sous certaines conditions, effectivement, solliciter un poste dans une autre fonction publique à partir du moment où elle correspond au niveau du grade. Et quand vous faites ce détachement, ça dure combien de temps et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est en lien direct avec ce que vous faisiez avant ou est-ce que l'idée, c'est d'apprendre une compétence supplémentaire que vous allez ramener après au sein du ministère des Armées? Alors, les détachements, ça peut durer entre 1 et 5 ans pour le contrat qu'on va prendre, en fait, l'engagement qu'on va prendre. Et puis, comment dire, on continue à concourir dans notre administration d'origine. On peut mettre fin à ce détachement de façon unilatérale ou les deux côtés, en fait, les deux parties peuvent mettre fin à ce détachement. Et effectivement, pour moi, c'était l'objectif de m'ouvrir un petit peu à d'autres modes de fonctionnement. Et ça correspondait aussi assez à mon état d'esprit qui était d'aller rechercher d'autres façons de travailler, notamment avec la qualité, où j'ai pu voir qu'on avait le domaine de la qualité, où j'ai pu voir qu'il y avait différentes façons de procéder. Vous revenez ensuite au ministère des Armées, toujours en tant que civil, et là, vous occupez le poste que vous occupez aujourd'hui. Vous êtes responsable d'une équipe d'une 30aine de personnes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, 35 personnes. J'ai 3 cadres intermédiaires qui gèrent les 3 ateliers dont je suis responsable. On a aussi 2 apprentis et puis des intérimaires, des vacataires qui sont au nombre de 4. Vous nous parlez de ces 3 différents ateliers et des missions de votre service? Oui, alors les 3 ateliers que j'encadre, il y a la carrosserie, la peinture et puis un atelier de mécanique. Donc, ce sont des moyens industriels lourds pour les équipements, notamment la peinture, parce qu'on fait de la peinture, mais aussi du traitement de surface
qui est un procédé un peu particulier pour préparer les pièces avant peinture, par bain chimique, par exemple. Voilà. Après, pour la carrosserie, on ne travaille pas que pour l'atelier de mécanique que j'encadre, je travaille pour l'ensemble des ateliers du site, c'est-à-dire une trentaine de travailleurs qui me fournissent des véhicules, qui représentent un volume d'environ 300 véhicules par an, qui vont passer dans cet atelier de carrosserie et l'atelier de peinture juste après. Et c'est allez-y. Pour l'atelier mécanique, on a deux missions principales. On fait de la régénération de poids lourds. Donc là, c'est des réparations profondes où on va changer l'ensemble des pièces d'usure et on va remettre le véhicule, rétablir pour le véhicule son potentiel initial. En gros, quand il repart de chez nous, c'est presque comme s'il était neuf et il repart en excellent état. Une deuxième mission sur cet atelier qui est le prélèvement de circonstance. C'est-à-dire que sur les véhicules qui sont économiquement non réparables, on va aller prélever les pièces de rechange qui sont en bon état, les vérifier et les garder pour réparer d'autres véhicules. Ce que vous faites, c'est dans les véhicules dont vous parlez, que vous gérez, sont au profit de l'armée de terre, c'est ça? Et ce sont souvent des véhicules qui vont partir en opération extérieure, de ce que je comprends. C'est ça, on travaille quasiment exclusivement pour l'armée de terre et puis 90% à peu près des véhicules qu'on va réparer vont partir directement vers les opérations extérieures et servir les missions de l'armée de terre. Donc, il y a un vrai enjeu que quand vous livriez un véhicule, il soit en effet comme neuf, puisqu'en fait, il va partir directement en mission. Et en mission, il faut pouvoir compter sur le véhicule et il faut pouvoir s'en servir pleinement. Donc, tout est fait en amont chez vous, sous votre responsabilité, avec les 35 personnes qui travaillent à vos côtés, pour que le véhicule soit parfaitement utilisable au profit des soldats. Tout à fait. On a différents postes de contrôle qui permettent de s'assurer de cette viabilité, en fait, et de cette conformité pour partir en opération extérieure. Parfait. Généralement, ça dure combien de temps des opérations sur un véhicule? Alors, dans la gamme des poids lourds qu'on peut avoir, on a des petits poids lourds de transport de troupes. Là, on est sur des réparations qui durent entre 3 et 4 semaines. Et puis, sur les poids lourds les plus imposants, on est jusqu'à 2 mois d'intervention technique dans les ateliers. Ah oui, quand même. Là, aujourd'hui, dans les 35 personnes qui sont avec vous, vous nous avez parlé d'adjoints et vous nous avez parlé de personnes en apprentissage. Ce sont exclusivement des civils ou vous avez aussi des militaires qui travaillent à vos côtés? Alors, j'ai déjà eu des militaires dans ma section. Aujourd'hui, il n'y a que des civils sous deux statuts principaux. Ce sont des ouvriers de l'État, qui est un statut de la fonction publique qui est un peu particulier, et puis des contractuels, plus les apprentis qui font partie un peu des contractuels. Est-ce que c'est féminisé? Alors, c'est très, très peu féminisé. Aujourd'hui, dans ma section, il n'y a aucune femme. Il y en a eu une il y a quelques années, mais elle a fait un autre choix de carrière. Donc, elle a passé des concours et elle est allée dans une autre direction. Au sein de l'ensemble des ateliers, on a aujourd'hui, puisque pas que les miens, mais il y a ceux qui sont aussi en parallèle, il y a 2 femmes qui travaillent dans la partie maintenance et ce sont des jeunes femmes qui sont apprenties. Et on est d'accord qu'au-delà du fait que ce soit une filière et un métier qui est peu féminisé aujourd'hui, les femmes y ont toute leur place et vous les accueillez à bras ouverts si on a des jeunes filles qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont envie de vous rejoindre. C'est pas qu'on a pas beaucoup aujourd'hui qu'on ne va pas les encourager, au contraire, il faut qu'ensemble on arrive à changer ça. Tout à fait. Alors, bien au contraire, hein, le métier de la maintenance poids lourd avait une image assez d'un métier plutôt salissant, plutôt pénible, avec des pièces lourdes. Aujourd'hui, dans les ateliers, les choses ont changé.
on a des équipements qui nous permettent de pallier, de soulever les choses qui sont lourdes, d'éviter de les faire manuellement. Donc, la propreté aussi, en fait, a changé. On passe plus de temps à nettoyer, préparer les véhicules. Donc, ce sont des métiers qui sont plus accessibles. Et il n'y a plus cette condition de pénibilité, en fait, qui pourrait faire fuir un petit peu. Au contraire, on est sur des métiers très techniques. On a de plus en plus de valises d'analyse des moteurs ou des véhicules complets. Donc, on a de l'électronique embarquée, on a beaucoup de choses comme ça qui évoluent. Et puis oui, on a besoin de ce renouveau, en fait, parce que chacun apporte chez nous son expérience, ses besoins, et ça permet de faire évoluer effectivement les métiers. Donc, les portes sont totalement ouvertes. Vous avez parlé d'électronique embarquée. Est-ce que justement les nouvelles technologies affectent positivement ou négativement d'ailleurs, mais les deux sont possibles, votre métier le rend plus facile? Est-ce que le fait que les véhicules soient de plus en plus électroniques aussi, où on va retrouver, change la manière de travailler pour vous et vos équipes? Alors oui, la maintenance évolue, mais elle a toujours évolué. La maintenance de la logistique qui est associée à cette maintenance, elle évolue. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans maintenant dans cette partie-là, tout ce qui était gestion des stocks, on les gérait avec des fiches cartonnées. Et puis, on a vu arriver les ordinateurs, les téléphones portables. Voilà. Aujourd'hui, on voit arriver l'électronique embarquée, on voit arriver tout ce qui est maintenance prédictive, c'est-à-dire que maintenant, c'est le véhicule qui nous prévient qu'il va tomber en panne. Et puis, dans la livraison, dans la gestion des ateliers, on a aujourd'hui des robots qui viennent livrer à la poste une pièce de rechange qui vient du magasin, donc elle va arriver directement par un robot. Donc, tout ça fait que l'environnement du travail change. Pour autant, quand il faut monter la roue, c'est toujours à la main et on serre toujours les boulons à la main. On n'est pas dans de l'industrie et de la production en ligne, on est dans de la réparation et de la régénération. Donc, si notre métier évolue et l'environnement évolue, tout ce qui est système d'analyse évolue, le métier par lui-même, en fait, il reste malgré tout un métier de mécanicien ou de logisticien pour ceux qui ont à apporter les pièces au pied du camion. Super. Est-ce que vous, par rapport à la suite de votre parcours, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors aujourd'hui, j'ai 50% de mon travail qui est orienté RH, gestion des personnels, parce que 35 personnels, il y a une vie, il y a de la formation, il y a des congés, enfin il y a toute la partie administrative, les notations des personnels. Donc il y a toute cette partie RH qui représente 50% du poste que j'occupe à peu près. Et je pense que je vais développer cette partie-là, notamment avec mon diplôme universitaire de référent handicap, puisque je vais me spécialiser dans l'aménagement des postes de travail. On est encore dans un métier pénible et ceux qui ont travaillé longtemps dans ces métiers ou depuis longtemps peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, on va tenter de les accompagner le plus longtemps possible pour qu'ils puissent être maintenus à leur poste de travail. Alors, ça marche pour la partie technique, mais j'accompagne aussi pour la partie administrative et pour la partie méthode, tout ce qui est environnement administratif. Et justement, ce diplôme universitaire que vous êtes en train de préparer, c'est quelque chose que vous faites dans le cadre de votre travail parce qu'à un moment donné, vous avez émis la volonté de vous spécialiser sur ce sujet? Alors tout à fait, il y a 3 ans, on m'a proposé de prendre en fonction complémentaire les fonctions de référent handicap. Donc j'ai accepté cette mission supplémentaire. Et puis au fil du temps, j'ai eu besoin de me professionnaliser pour proposer un accompagnement de qualité. Donc je me suis inscrit à la faculté de santé de Créteil, à l'UPEC, puisqu'ils proposaient une formation et que le ministère des Armées m'a proposé de financer cette formation. Super. Et donc, du coup, comme vous le montrez aussi, c'est une possibilité au sein du ministère des Armées, on l'a vu tout à l'heure, et donc dans la fonction publique, de faire un détachement,
mais également d'être formé et donc de continuer à évoluer tout au long de votre parcours avec des formations qui vous sont proposées aussi. C'est ça, c'est-à-dire que tout au long de mon parcours, je pense que sur les plus de 30 ans que j'ai fait, je pense avoir fait au minimum une formation par an, justement pour suivre les évolutions de mon métier et puis pour pouvoir évoluer, passer des concours. Et voilà, donc c'est un parcours très riche, plutôt dynamique. Et c'est ce qu'offre le ministère des Armées, c'est-à-dire des capacités de formation, des capacités à évoluer dans le métier et vers des postes voilà, très intéressants, en tout cas qui me conviennent et que j'ai choisi d'exploiter. Hyper intéressant. Vous avez un autre rôle aussi qui vous tient à cœur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous êtes ambassadeur civil de la défense sur My Job Glasses. Vous m'avez dit en préparant que c'était quelque chose d'important pour vous. Comme le montre votre fort engagement, puisqu'en 3 ans, vous avez fait 160 rendez-vous, 160 personnes que vous avez accompagnées, à qui vous avez partagé votre métier et les coulisses du ministère. Pourquoi est-ce que vous avez levé la main pour donner de votre temps pour les autres? Pourquoi ça vous a paru important de remplir ce rôle d'ambassadeur? Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, je suis investi dans des associations justement qui accompagnent les jeunes vers la découverte des métiers de la défense. Et puis pour une deuxième raison, c'est que j'y trouve aussi beaucoup de satisfaction personnelle à échanger et à pouvoir comprendre quelles sont les attentes des jeunes qui me sollicitent, des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'il y a aussi quelques parcours de reconversion dans les profils qui m'ont sollicité. Mais c'est aussi garder ce lien avec les générations qui arrivent. Pour moi, c'est très important parce que quand je vais intégrer les personnels dans mes ateliers, j'ai besoin de comprendre aussi quelle vision ils peuvent avoir et quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Et c'est sur votre temps propre que vous faites ces échanges. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent des jeunes qui s'intéressent à votre parcours? Alors, il y a beaucoup de questions en fait sur les évolutions, la carrière. Voilà, on est plutôt dans ce domaine-là. On est quelques questions sur le management, la prise de responsabilité. Dans les différents profils, on est plutôt dans ce type de questions. En effet, gérer 35 personnes, ça vous donne une bonne vision de ce sujet et du management. On va bientôt passer au moment où je vais prendre des questions et je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais peu de votes. Donc, n'hésitez pas à aller lire les questions et voter pour vos questions préférées. Ça va m'aider à identifier les questions que vous souhaitez que je pose à notre invité. Dernière question avant de passer aux questions des jeunes. Est-ce que lorsque vous étiez militaire dans l'armée de terre, vous aviez déjà imaginé continuer en tant que civil au sein du ministère des Armées? Est-ce que c'était clair pour vous depuis le départ que c'était possible derrière après de faire cette transition de militaire au sein du ministère des Armées dans l'armée de terre à civil, toujours dans le même ministère, mais côté civil de la défense? Alors, je ne l'avais pas envisagé longtemps avant, puisque je suis plutôt à vivre les instants présents. Même si je me projette dans une carrière et que j'ai un objectif à long terme, je n'avais pas envisagé cette bascule vers le civil de la défense. Ça a été surtout une opportunité puisque j'ai travaillé depuis en tant que militaire avec des personnels civils. Donc ça s'est fait plutôt naturellement par rapport à mon parcours et par rapport à mes envies. Parfait. On approche des 18h30, donc je vais prendre les questions les plus votées par les jeunes. La première est une question de Laurence. Est-ce qu'on peut apprendre votre métier en alternance ou en apprentissage? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous accueillez des apprentis. Généralement, ils ont quel parcours et qu'est-ce que vous leur proposez de faire à vos côtés?
Alors, oui, on peut arriver sur mon métier en passant par la voie de l'alternance. L'alternance, chez nous, c'est au sein des, je vais élargir un petit peu, au sein des civils de la défense. On va partir du CAP jusque des formations d'alternance de diplôme d'ingénieur, en fait. Donc, il y a vraiment un éventail assez large. On forme dans les civils de la défense, c'est 65 000 personnes, c'est 1500 métiers représentés. Donc, on va pouvoir former vraiment dans toutes les spécialités et dans tous les process à tous les niveaux, en fait, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et par la suite, proposer des formations pour intégrer au mieux le ministère. Parfait. Et quand ils sont à vos côtés, ils ont des responsabilités, des choses qu'ils font pleinement, ou ils sont plutôt en observation? Comment ça se passe? Alors, l'observation, on le laisse pour les stagiaires. À partir du moment où les gens rentrent avec un contrat de travail, puisque l'apprentissage d'alternance est un contrat de travail, on va leur donner au fur et à mesure des travaux à réaliser en leur apprenant. Ils sont encadrés par un maître de stage. Et puis, on essaye souvent de les regrouper, de mettre plusieurs apprentis pour qu'ils puissent échanger aussi un petit peu entre eux sur le métier, sur ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, il y a un accompagnement qui est fait sous forme de tutorat et puis derrière, on va assez vite en fait leur donner des tâches à réaliser en s'assurant que derrière, on se remplisse aussi le cahier des charges lié à leur formation. Puisque l'objectif, c'est qu'ils aient leur diplôme à la fin. Bien sûr. Une question de Mathéo. Je me demande si l'IA, vous êtes déjà aujourd'hui dans votre travail. Alors, l'IA, aujourd'hui, on va commencer à l'intégrer, alors avec beaucoup de précautions, puisque on est au ministère de la Défense. Donc oui, on voit l'IA arriver, on l'utilise aujourd'hui surtout comme un assistant. Mais oui, on n'échappera pas à l'IA, ça permet d'optimiser toute la partie logistique. Encore une fois, ça permet d'intégrer dans les véhicules tout ce qui est maintenance prédictive, c'est-à-dire que c'est l'IA, en fait, c'est de la transmission de données, et c'est voilà, des choses qui vont effectivement nous dire le véhicule, un jour, il rentrera au garage tout seul et il nous dira lui-même qu'il a besoin d'être réparé à tel endroit. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la maintenance, il y a 3 types de maintenance, dont la maintenance préventive, c'est-à-dire on essaye d'intervenir sur les véhicules avant qu'il y ait la panne, de façon à éviter que le véhicule soit trop longtemps immobilisé. C'est ça? C'est ça. Alors, on va même un peu plus loin en avant, puisqu'on est dans la maintenance prédictive. Donc là, on prédit qu'il va y avoir un besoin. La maintenance préventive, c'est tout ce qui va être les vidanges, l'entretien courant, pour éviter qu'il tombe en panne. Et puis, effectivement, la maintenance curative, qui va venir au moment où il y a une problématique. Et donc, l'IA peut aider sur la maintenance prédictive, donc au tout début, en vous disant « Attention, je remonte de l'information, on va arriver à un cycle donné où il y a des éléments qui nous permettent de dire que là, maintenant, il faudrait déjà commencer à agir. » C'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Et puis l'IA va aussi arriver dans tout ce qui est environnement, logistique, la livraison des pièces de rechange, voilà, tout ça va aussi nous impacter à ce niveau-là. Et puis j'imagine que ça vous aide aussi dans votre rôle de manager et dans toute la partie qui est plus administrative, si je peux me permettre. J'imagine que, alors je sais que le ministère des Armées a développé une IA géniale et d'autres éléments qui sont à votre disposition pour vous aider à peut-être préparer des comptes rendus de réunion plus vite, corriger des écrits, des mails, etc. Ça va peut-être venir vous aider aussi, puisque dans votre rôle, vous avez 50%, vous nous avez dit, de fonctions RH et administratives, où vous devez peut-être vous servir de l'IA et de ce que le ministère met à disposition par rapport à ça.
C'est ça, ça va nous aider dans toute cette partie administrative, gestion des ressources humaines, mais aussi dans la gestion technique, puisque on a des dossiers de qualification, des dossiers de réparation, et là encore, dans cette rédaction, dans ce format, enfin dans ce type de format, on va éventuellement aller pouvoir chercher de l'information sur l'IA. Alors, question de Wassim. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais comme vous avez une casquette RH aussi, peut-être. Donc, Wassim, il est ingénieur maintenance. Récemment, il est enseignant de génie mécanique. Et il voudrait savoir quel est le référentiel de l'emploi ministériel qui correspond à un ingénieur civil de la défense en mécanique. Est-ce que vous avez la réponse à cette question très précise de Wassim? Alors, dans le RIM, je n'aurais pas la page exacte qui correspond. Pour autant, je pense qu'on pourrait la retrouver, mais ça, s'il a besoin, il peut prendre mes coordonnées après et puis m'envoyer un message et je lui trouverai la réponse sans aucun problème. Donc, Wassim, à la fin du webinaire, on va renvoyer tout le monde vers les ambassadeurs civils de la défense, dont Bruno. Donc, vous faites un petit message à Bruno, comme ça, il aura vos coordonnées et il va vous remonter l'information. Ça sert aussi pour aller plus vite. Une question de Vincent, qui vous remercie pour ce témoignage très riche. Il est également ancien militaire. Et donc, du coup, sa question, c'est est-ce qu'en tant que civil, vous partez également en opération extérieure ou est-ce que c'est réservé qu'aux militaires? Alors, c'est réservé aux militaires, mais chez nous, on a des civils qui partent en opération. Par contre, ils sont obligés de signer un contrat de réserviste spécialiste. Et récemment, on a envoyé encore deux de nos ouvriers en opération pour une intervention technique. D'accord. C'est bon à savoir. En effet, on peut être réserviste et dans ce cadre-là, avoir des opportunités d'OPEX. Une question de Marine qui vous demande quelles sont les compétences les plus recherchées aujourd'hui chez les jeunes que vous recrutez? Là, c'est un peu compliqué parce qu'on recrute effectivement un peu dans tous les domaines. Si je me concentre sur la partie maintenance, on va beaucoup rechercher des gens qui ont des capacités organisationnelles, de planification et de gestion des tâches, en fait, de façon à coordonner parce qu'on applique des process techniques précis. Et donc, on va aller rechercher ce type de qualité dans les profils. Ok. Justement, ça fait référence à une question de Célia. Alors, là, on ne va pas parler de votre service, mais on va parler plutôt de votre poste. Quelles sont les qualités les plus importantes pour réussir dans votre poste, dans votre job à vous? Alors, il y a deux types de qualités, enfin deux types de compétences, qualités, un peu comme on veut. Il y a tout d'abord des compétences techniques, encore une fois, tout ce qui touche à l'organisation, l'anticipation, la planification, qui sont importantes. Et puis, il y a dans la partie savoir-être, pardon, ce qui touche à la curiosité et au fait d'être volontaire. La curiosité, c'est tout simplement pour suivre l'évolution de son métier. Parce que dans une carrière, c'est long et les choses changent, on a pu le voir tout à l'heure. Donc, il y a une nécessité à se tenir informé dans son métier et de toujours évoluer. Et puis, il y a un autre aspect, c'est s'intéresser, être curieux de s'intéresser à tous les services qui sont autour de nous et qui viennent interagir avec nous. Savoir quelles sont leurs contraintes, savoir quels sont leurs besoins, savoir comment leur parler, de façon à interagir de façon plus efficace. Et vous êtes manager, il y a des compétences humaines aussi qui sont extrêmement importantes. Oui, il y a des compétences humaines, il faut effectivement bien se connaître. Ça, c'est assez important, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu dans mon parcours. Bien se connaître, savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses en tant que manager, sur quelles qualités on peut s'appuyer et là où sont nos faiblesses de façon à pouvoir, par exemple, si c'est une faiblesse en communication ou en expression,
C'est savoir appuyer sur cette faiblesse pour la renforcer de façon à ce que les messages passent bien et qu'on puisse bien organiser les choses et bien communiquer. On est sur 80% des difficultés qu'on peut avoir avec les autres, c'est de la communication finalement. Vous nous avez parlé de beaucoup de formations qu'apporte le ministère. Est-ce que vous avez aussi des formations de management? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est donné dans votre parcours? Oui, ça commence assez tôt. Alors, on va partir sur les catégories B, puisque les catégories intermédiaires qui vont avoir du management de proximité à faire, ça fait partie de leur formation initiale, puisque très rapidement, ils vont être mis en position d'encadrant. C'est un peu moins vrai pour les catégories C qui sont dans l'exécution et qui n'ont pas forcément du management tout de suite, même s'il y a des catégories C qui encadrent quelques équipes. Donc, c'est des équipes restreintes de 5 personnels, 5 à 10 personnels. Et puis, en catégorie A, c'est pareil, ça fait partie du processus d'intégration au sein du ministère. Une question de Mathéo, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. Il nous dit, avec l'intelligence artificielle qui progresse, est-ce qu'on aura encore besoin de techniciens et de spécialistes de la maintenance dans 10 ou 20 ans? Selon vous, est-ce que ce sont des métiers qui vont être remplacés par l'IA, fortement impactés par l'IA, ou alors pas trop? Alors, il y a des métiers, on sait qu'on va être impacté, comme je le disais tout à l'heure, l'IA qui arrive avec la maintenance prédictive, les choses vont changer. Pour autant, quand il faudra démonter la roue et la changer, on n'est pas dans une unité de production et on utilise les mêmes process que les militaires utilisent sur le terrain. Donc, il faut que ça soit démontable, il faut que ça soit accessible. Et la robotisation de notre secteur d'activité, qui est la régénération, on n'est pas dans de la production en ligne, encore une fois, on est dans de la régénération, ça veut dire de la réparation. Et ben, il faut aller démonter la pièce usagée et la changer. Donc, l'IA ne remplacera pas chez nous le mécanicien. Ça, c'est une évidence. Il y a certainement les métiers de la logistique qui vont être plus impactés que nous. Mais encore une fois, il faudra toujours amener au pied du camion, vérifier que la pièce est la bonne et il y aura toujours de l'humain en fait dans notre fonctionnement. Une question, quels sont les différents avantages à travailler en tant que civil de la défense? Alors, il y en a plein, enfin pour moi en tout cas, il y en a plein. Je vais me concentrer sur la partie formation, on en a parlé. Je me rends compte, le fait d'avoir pu aussi avoir une expérience dans la fonction publique territoriale, que la formation, c'est pas donné à tout le monde ne le fait pas. Au sein du ministère, c'est quelque chose de très présent, et puis il y a toute cette possibilité d'évolution, c'est-à-dire par le travail, par son travail personnel, de pouvoir passer des concours, de pouvoir évoluer. Il y a tout ce qui touche à la mobilité géographique, puisque moi j'ai eu l'occasion aussi du coup de pouvoir changer de région et de pouvoir voilà, j'ai peut-être pas encore fini d'ailleurs, j'espère encore pouvoir bouger. Donc oui, non, pour moi, on est dans un environnement de travail qui permet de s'épanouir. Et puis j'imagine que, c'est peut-être faux, hein, mais on n'a pas toujours l'opportunité de travailler sur le même type de véhicule. Si vous étiez responsable d'un service de mécanique, maintenance mécanique dans le privé, peut-être que vous n'auriez pas l'opportunité de travailler sur le type de véhicule que vous gérez, et avec un côté aussi, quand on travaille pour l'État, il y a le sens du service public et il y a le sens tout court apporté à la mission également, peut-être. C'est ça, en fait, le sens de la mission est très présent chez nous. Et puis, on voit l'évolution des parcs, même s'il y a des parcs des différents véhicules. On voit cette évolution, encore une fois, dans les ateliers, entre les véhicules qui restent 3 semaines et ceux qui restent 2 mois dans les ateliers. Ça s'explique principalement par la technologie embarquée, par l'évolution des véhicules. Donc, on garde des véhicules parfois un peu longtemps. On a un parc de véhicules de transport de troupes qui a 60 ans, plus de 60 ans, et qu'on fait rouler encore, ce qui est assez rare dans le privé.
Voilà, en général, il y a un renouvellement de véhicules qui est plus constant. Et puis effectivement, aujourd'hui, les choses vont vite. Les théâtres d'opération évoluent aussi beaucoup et les besoins des armées évoluent aussi beaucoup. Ce qui fait qu'on n'a plus des parcs immenses de véhicules, mais on se concentre sur des micro-parcs. Quand je dis micro-parcs, c'est entre 500 et 1000 véhicules, mais qui vont répondre à un besoin particulier qu'on va pouvoir renouveler plus facilement. Dans les avantages, voilà. Dans les avantages aussi, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais c'est quoi les horaires de travail et c'est quoi les vacances, enfin, combien de vacances avez-vous? Est-ce que ça fait aussi partie des avantages? Oui, alors quand on part sur ces avantages, moi je travaille sur une semaine de 4 jours et demi. Donc, je finis de travailler le vendredi à midi. Par contre, on fait 38 heures sur cette période-là, donc on commence un peu plus tôt le matin, on commence à 7h25. Par contre, à partir du vendredi midi, effectivement, voilà, je suis à la maison, ce qui est plutôt confortable. Pardon? Excusez-moi, vous terminez à quelle heure le soir? Vous commencez à 7h25? Et on finit à 16h40 le soir. Voilà, ce qui nous permet d'avoir 16 jours de RTT supplémentaires par an, ce qui nous porte à peu près aux alentours de 8 semaines de congés par an. Voilà. On est aussi sur un site où on a un service de restauration donc, qui est subventionné. Donc les repas ne coûtent pas très très cher. Voilà, ça fait aussi partie des avantages du site. Et puis, comme nous, on est sur un site un peu isolé, on bénéficie aussi d'un transport en commun pour nous amener au travail. Parfait. Une question d'Elisa. Qu'est-ce que l'armée vous a appris que vous utilisez encore tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses que l'armée vous a appris et qui vous servent encore aujourd'hui dans en tant que civil? La rigueur, c'est pas très joli et des fois c'est un peu déformé, mais c'est presque de l'autodiscipline. Quand je parle de rigueur, je suis plus dans l'autodiscipline. C'est-à-dire que j'exige beaucoup de moi-même. Ça, c'est quelque chose que m'a appris l'armée. Une question de Yael, qui a 25 ans, qui est une jeune diplômée en analyse géopolitique et défense, sécurité, gestion de crise. Sa question, c'est est-ce que vous intégrez des jeunes diplômés qui ne sont pas français dans le milieu civil de la défense? Eh bien non, pour être fonctionnaire, il faut être de nationalité française. Voilà, c'est une des obligations pour intégrer la fonction publique. Parfait. Une autre question de Michel, qui vous remercie pour ce partage d'expérience. Parmi toutes les expériences que vous avez eues jusque-là, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui le plus dans votre métier? Les rapports humains, les échanges, s'enrichir, apprendre tous les jours. Voilà, ça, j'ai pas vu passer les 35 dernières années et je pense que celles qui me restent vont passer à la vitesse d'un éclair. On a une question intéressante d'Olivier qui nous dit alors Bruno, depuis un petit moment, vous nous parlez que des jeunes, mais qu'en est-il des profils seniors? Est-ce que le ministère des Armées et les civils de la Défense recrutent aussi des seniors ou est-ce qu'il n'y en a que pour les jeunes? Eh bien non, il y a aussi des seniors. Je parlais tout à l'heure un peu au début de contacts qui sont dans des parcours de reconversion, de changement d'orientation. Donc on recrute, je crois que l'ouvrier qu'on a recruté dans les 5 dernières années, l'âge maximum, je crois qu'il avait 54 ans. Okay. Donc non, il y en a un peu pour tous les profils. On n'a pas des recrutements constants, des fois ça arrive par vague. Donc quand on a des recrutements de plusieurs personnes à faire, on s'assure aussi qu'il y a un étalonnement dans l'âge pour éviter d'avoir, quand il y aura des départs en retraite, trop de départs en retraite d'un seul coup. Et c'est un des éléments intéressants pour les civils de la défense aussi, c'est que peut-être que certaines personnes aimeraient travailler pour nos armées, dans les forces, mais en fait il y a une limite d'âge aux alentours de 30 ans.
Donc en fait, si on a un peu plus que 30 ans et qu'on ne peut plus s'engager en tant que militaire, on peut quand même travailler pour le ministère des Armées en tant que civil. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 il y a de vraies opportunités à tout âge. Une autre question, quel est le plus grand cliché sur l'armée ou sur les civils de la défense que vous aimeriez déconstruire ce soir avec nous? Ça va être un cliché sur les fonctionnaires qui se tournent un peu les pouces. Et un qui travaille, quelqu'un qui regarde. Enfin, on va être un peu dans des clichés comme ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. En fait, il y a un véritable engagement de l'ensemble des personnels. Encore une fois, au sein du ministère, il y a le sens de la mission. Et ça implique que chacun s'engage aussi au quotidien dans cet objectif. Une question d'Adrien. Est-ce que vous avez une idée des plages de salaire en début de carrière quand on est civil de la défense? Alors, j'imagine que c'est compliqué parce qu'on peut être civil de la défense à tout niveau, en fait, en début de carrière. Donc, j'imagine qu'un ingénieur n'aura pas la même chose qu'un ouvrier ou un technicien. Mais vous, dans votre département, en entrée, on est aux alentours de quel salaire net mensuel? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux statuts qui sont différents. Du coup, les salaires sont vraiment différents. Dans les statuts d'ouvrier d'État, on va commencer à 1 800 € net par mois sur la première année d'intégration. Pour un catégorie C qui ne sera pas dans cette partie technique, on va plutôt être aux alentours du SMIC, très clairement. Et puis, catégorie B, vous rajoutez en début de carrière 300 €, donc on va être à 1800. Ça va être à peu près la même chose que l'ouvrier technicien. Après, les carrières ne sont pas les mêmes, mais on va être à peu près à ça. Et puis en fin de carrière, un ouvrier d'État, s'il devient chef d'équipe et qu'il va au maximum de son avancement, il sera aux alentours de 3 500 €. Et un fonctionnaire, il sera aux alentours de 3 000 €. Merci, c'est très exhaustif. Une question d'Amaury qui a 17 ans, qui fait des études en génie mécanique et productique à Cachan. Il voudra avoir un peu plus d'informations sur les véhicules sur lesquels vous travaillez. Est-ce que ce sont des blindés, des légers, des chenillés, tout ça à la fois? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos véhicules de manière plus large? Oui, alors je travaille au sein du service de maintenance industrielle terrestre et puis particulièrement à la 12e base de soutien du matériel qui dispose de 3 sites techniques. Le site dans lequel je travaille qui est spécialisé dans les poids lourds. Voilà, donc on a toutes les gammes de poids lourds sur les ateliers qui vont du transport de troupes au transport logistique. On n'a pas de véhicules blindés, mais on peut avoir des cabines protégées. Donc, c'est une forme de blindage, mais que sur la cabine. C'est du blindage léger. Ensuite, on va avoir un site qui est spécialisé dans la maintenance des blindés lourds. Donc ça va être les chars de combat. Et puis un site spécialisé dans les blindés légers qui sont principalement dédiés au transport de troupes. Et chaque type de véhicule a une manière différente d'être entretenu. Vous avez des équipes qui sont spécialisées à chaque fois sur un type de véhicule ou est-ce qu'en fait on peut passer d'un véhicule à l'autre? Non, il y a une spécialisation par véhicule. Alors autant la mécanique sur poids lourd est plutôt une mécanique commune où on peut arriver avec un CAP auto et puis pouvoir commencer à faire des réparations. Il y a une montée en compétences qui sera nécessaire du fait de la gamme poids lourd, mais avec un CAP de mécanicien, on peut réussir à travailler. Dans les blindés, on rentre avec le même profil, mais tout de suite, on va rentrer sur des maintenances particulières. On n'a pas abordé la maintenance des systèmes d'armes, mais il y a aussi, là on parle que de la réparation des châssis sur les 3 sites dont je vous ai cités, donc de la partie roulante du véhicule. Il y a aussi tout ce qui est système d'armes, tout ce qui est système embarqué, tout ce qui est radio, tout l'environnement qui va aussi là-dessus. Il y a des sites spécialisés dans la maintenance de ces équipements. Mais c'est pas...
Ce n'est pas chez vous, c'est d'autres équipes qui s'occupent de ça. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, c'est possible qu'un même véhicule va passer chez vous pour la partie roulante et va partir après dans un autre endroit pour le reste? Oui, 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 il y a des partenariats. Alors, il y a des partenariats internes au ministère des Armées, mais il y a aussi des partenariats avec l'industrie privée, parce qu'on est directement en relation avec eux. Donc, on met en place des partenariats et on travaille ensemble, parfois sur des opérations communes. Je vais prendre une dernière question avant de récapituler et de clôturer ce webinaire. C'est la question de Charlotte qui demande si vous deviez recruter un jeune demain, qu'est-ce qui pourrait faire la différence sur son CV? D'abord, est-ce que vous recrutez principalement sur la base du CV? Et si oui, qu'est-ce qui fait la différence sur un CV? Alors, on va faire un premier tri effectivement sur le CV et on va aller souvent rechercher tout ce qui touche à l'engagement chez les. Alors, si on recrute des jeunes, voilà. Après, pour les plus anciens, on va aller chercher l'expérience. Mais chez les jeunes, on va aller chercher si ils se sont engagés dans quelque chose. Parce que au sein du ministère, encore une fois, c'est un métier avec une finalité particulière, qui est la réussite de la mission pour les soldats sur le terrain. Donc, on va aller chercher effectivement des traces d'un engagement et d'une volonté particulière. Et peu importe l'engagement ou le fait, par exemple, d'avoir un engagement en tant que réserviste dans les armées et encore plus un plus qu'un engagement associatif ou un engagement autre. Alors, il y aura forcément un regard particulier parce que ce sont des gens qui se sont intéressés au monde de la défense en tant que réservistes et qui sont encore impliqués. Pour autant, l'engagement dans un milieu associatif, pour nous aussi, est très important. Encore une fois, c'est cette capacité à faire un peu plus et à aller chercher, à s'engager, et voilà, et au profit des autres, au profit de quelque chose. Alors, merci Bruno. Si j'essaye de résumer tout ce qu'on s'est dit dans le cadre de ce webinaire, une mission un peu difficile, mais vous me complétez s'il manque des éléments. Ce que je retiens, moi, c'est que après une première carrière dans les armées, vous avez pu continuer toujours au sein du ministère, mais cette fois-ci en tant que civil. Que vous avez eu l'opportunité d'être formé, de passer des concours pour monter en grade également, aujourd'hui, vous avez pu faire un détachement pour aller dans la territoriale, acquérir d'autres expériences et compétences que vous avez ramenées au sein du ministère, qu'aujourd'hui vous êtes à la tête d'une équipe de 35 personnes sur un métier technique, que vous, en plus de ce métier technique et de cette compréhension du métier technique, vous avez une grosse partie, 50% à peu près de votre temps qui est du management, parce que 35 personnes, il y a un côté humain important et donc du coup, il faut avoir le temps aussi de les encadrer, de les écouter, d'échanger avec eux. Aujourd'hui, il y a peu de femmes, mais c'est plus parce que c'est pas connu plutôt que parce qu'elles ne pourraient pas faire le métier. Donc, on est ensemble là pour inviter des jeunes filles ou des femmes à vous rejoindre parce qu'il y a une vraie volonté aussi voilà, de féminisation. Que ce qui compte, c'est la mission. Donc, il y a quelque chose en plus d'un métier classique. Il y a une mission derrière, il y a un engagement d'apporter les meilleurs véhicules dans le meilleur état, on va dire, à nos forces, surtout qu'en plus, ce sont des véhicules qui vont aller en mission. Donc, il y a un engagement à bien faire autour de ça. Vous recrutez beaucoup, vous recrutez y compris des apprentis. Vous nous avez parlé aussi que quand vous recrutez, c'était important d'avoir différents niveaux d'expérience et d'âge dans les personnes que vous recrutez, avec cette idée aussi de continuité et puis de s'assurer que tout le monde ne partira pas en même temps. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, je pense que vous n'avez pas oublié beaucoup. Non, si, ce que je pourrais rajouter, c'est la partie avant militaire, donc partie d'une alternance à l'âge de 16 ans. Et effectivement,
on peut par son travail progresser et puis apprendre tout au long de sa carrière. Voilà, c'est un peu mon parcours aussi. Et je retiens que l'engagement est important. Donc, non seulement important, et c'est ce que vous allez regarder dans les recrutements que vous allez faire, donc prendre des gens engagés et qui ont le sens de la mission et du bien commun, enfin le côté service public qui est important. Mais vous-même, Bruno, vous êtes engagé en tant qu'ambassadeur, vous avez envie de transmettre aux nouvelles générations et vous y allez à fond, parce que 160 rendez-vous en 3 ans, quand même, c'est admirable. Donc, je veux vous féliciter encore une fois pour ça. Et on sent que pour vous, c'est quelque chose d'important, la transmission, le partage d'informations, et que vous avez à cœur d'aider les nouvelles générations à se projeter et à découvrir toutes les opportunités qu'offre le ministère des Armées. Ça tombe bien parce que ça va me laisser l'occasion de dire que pour tous ceux dont je n'ai pas pris les questions, et je m'en excuse, mais le temps passe vite, vous allez bientôt être mis en relation avec des civils comme Bruno, qui exercent à tout niveau dans différents domaines d'activité sur différents métiers, qui, comme Bruno, prennent plaisir à partager leur métier, à répondre à vos questions, à vous ouvrir les portes finalement et les coulisses du ministère. Donc, n'hésitez pas, restez avec nous. 5 secondes après la fin de cet événement, vous serez automatiquement redirigé vers eux. Et puis, je voulais vous remercier, Bruno, pour ce temps passé avec nous, pour tout ce partage que vous avez fait ce soir. Et puis, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Imaginez qu'avec nous, il y a plein de jeunes et moins jeunes, parce qu'on l'a vu aussi, qui s'intéressent au ministère des Armées et aimeraient le rejoindre en tant que civil de la Défense. Quel conseil, quel message avez-vous à leur adresser? Alors, le message, c'est qu'on les attend bien évidemment, qu'on recrute beaucoup et qu'il y a une véritable envie. Et que finalement, le plus dur, c'est de faire le premier pas et de venir frapper à la porte. Alors, n'hésitez pas, venez frapper à la porte, à commencer dans 5 secondes avec les ambassadeurs civils de la Défense. Et puis, moi, j'étais ravie de faire ce dernier webinaire de l'année scolaire en votre compagnie. Donc, merci encore, Bruno. Merci à vous tous d'avoir été nombreux, d'avoir été fidèles pour ceux qui sont avec nous semaine après semaine ces derniers temps. Et puis, rendez-vous à la rentrée pour continuer à mettre en avant des profils inspirants du ministère des Armées et aller plus loin pour découvrir de nouveaux métiers. Merci, Bruno. Merci à tous. À très bientôt.